Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct. Hier soir, un documentaire de France 3 a pointé les errements de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Pour revenir sur ce projet polémique, j'accueille Daniel Ibanez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un opposant historique au Lyon-Turin. On vous a entendu d'ailleurs dans le documentaire hier soir sur France 3. Et puis vous êtes aussi candidat au régional sur la liste Le Rassemblement, une liste à forte composante écologiste. Il faut le préciser parce qu'il y aura peut-être une charge ou deux contre la région sur ce projet-là. Ma première question est toute simple, c'est comment on peut être écologiste et contre un projet ferroviaire? Parce que c'est souvent ce qui est reproché aux écolos sur le Lyon-Turin, c'est pourquoi être contre ce projet? Écoutez, alors moi je ne peux pas parler pour Europe Écologie, je ne suis pas ni encarté dans aucun des partis qui est soutenu par ce rassemblement. Vous êtes un rassemblement à forte dominante et programmatique et en termes d'encartement écologie. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, comment on peut être écolo et contre un projet de train? Mais si vous voulez, je pense que la question c'est pas comment peut-on être écolo. Nous sommes dans ce rassemblement, et d'ailleurs au-delà du rassemblement, puisque c'est quand même quelque chose qui dépasse les frontières politiques, nous sommes pour le Lyon-Turin, tout de suite et maintenant, au départ d'Ambérieu en Bugey, où on peut mettre des camions, des marchandises sur le train. La seule question qui se pose quand on est écologiste ou qu'on se prétend l'être, comme Jean-Jacques Kéran, qui est administrateur, enfin qui était administrateur, maintenant il a été remplacé par M. Simonian, avec M. Bouvard. Quand on est au fond pour l'intermodalité dans le massif alpin, comment on fait pour ne pas utiliser la ligne existante qui passe par Ambérieu-Culose, pour laquelle on a changé tous les ponts, on a tout refait à neuf. On peut transporter 120 trains de marchandises par jour, il en passe 20. Vous pouvez m'expliquer comment ces gens qui se prétendent verts, M. Bouvard, qui siègent aussi avec M. Kéran, M. Simonian à ce fond pour l'intermodalité, comment se fait-il qu'ils n'arrivent à faire passer que 20 trains de marchandises alors qu'il doit en passer 120? C'est M. Duménil qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, les écologistes, en général, mais en dehors de l'écologie politique, sont pour utiliser la voie existante tout de suite, maintenant. C'est aussi simple que ça. Ce qui est incompréhensible, c'est comment un homme politique en France peut prendre le risque de la santé publique en laissant les camions sur la route alors que nous avons des possibilités de les faire passer sur le train. Si je comprends bien, pour vous, ce Lyon-Turin ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de besoin suffisant pour construire une nouvelle ligne? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Hubert Duménil qui l'a déclaré à la tribune. Hubert Duménil, qui gère le président de Réseau Ferré de France de 2005, enfin directeur général de 2005 à 2007, président de 2007 à 2012, qui a payé pour le compte de Réseau Ferré de France toutes les rénovations de la ligne existante, et qui déclare en 2015 à votre confrère La Tribune toutes les raisons que nous avons évoquées initialement, tant pour les voyageurs que pour le fret, ne tiennent plus. Elles ne sont pas suffisantes pour soutenir ce projet. Nous disons, c'est très simple, il y a une ligne existante, les contribuables en ont marre de payer les dépenses pharaoniques de quelques visionnaires. S'ils sont visionnaires et qu'ils ont envie de faire ce projet, c'est très simple. Ils n'appellent pas ça tunnel Euralpin, ils appellent ça Eurotunnel Lyon-Turin et ils mettent leur argent. On va voir qui est convaincu dans cette histoire-là, qu'ils nous donnent leur garantie, leur patrimoine. Moi, je suis chef d'entreprise. C'est très simple. À chaque fois que je fais une erreur de gestion, c'est mon patrimoine qui y passe si je fais une erreur de gestion. Qu'ils mettent le leur, on va voir s'ils sont convaincus. Parce que pour vous, c'est 30 milliards qui servent à rien. Mais bien évidemment, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un besoin d'une nouvelle ligne tant que la ligne existante n'est pas utilisée. Les Suisses utilisent une ligne de 1874, ils font 65% de marchandises sur le train. Alors on nous dit, oui, mais ils ont fait le Lodgeberg, un autre tunnel. Vous savez sur quoi débouche le Lodgeberg en Suisse pour aller en Italie? Sur le tunnel du Simplon qui date de 1905 et qui a des pentes tellement importantes qu'il y a obligation d'avoir ce qu'on appelle une hélicoïdale, c'est-à-dire un grand tour pour essayer de minimiser la pente. Les Suisses font sur des lignes existantes 65% de marchandises. Nous, on fait 3 millions de tonnes, là où ils en font 17 millions. Il y a 120 trains de possibilités, qu'ils mettent 120 trains sur la ligne, après on discute. Parce que dans le mode de financement, il y a eu un rapport parlementaire donc porté par Michel Desto et M. Bouvard, député les Républicains. Ils veulent faire payer une partie, enfin la participation française dans ces fameux 26 à 30 milliards par un surpéage pour les camions. Là encore, si on est écolo, c'est plutôt une bonne idée, ça.
Ben, écoutez, ce qui est, là encore, si vous voulez, les Suisses, puisqu'on fait toujours référence aux Suisses, pour certaines choses, on peut peut-être le faire, pas pour tout, comme on le sait, notamment le secret bancaire, mais il faut être assez pragmatique. Les Suisses, pour traverser la Suisse sur 300 km, ça coûte à un camionneur sur la route 200 €. Nous, pour faire 300 km, du fait du péage et du surpéage qui est déjà existant sur les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, on paye 300 €. Ce n'est pas une question de coût. Alors moi, je suis pour que la route paye son coût. D'accord ? Je ne veux pas dire que je veux faire des cadeaux aux routiers. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui les fais les cadeaux aux routiers, c'est M. Cuvillier qui leur a baissé les augmentations. Ce que je vous dis, c'est que M. Bouvard, puisqu'il est membre de ce fonds pour l'intermodalité avec M. Kéran, avec M. Simonian, eh bien, ils nous disent ce qu'ils ont fait depuis 2002 pour enlever les camions. Ce que je sais, moi, c'est que depuis 2012, il y a une surtaxe de 2,40% payée au tunnel du Fréjus et au tunnel du Mont-Blanc. Ça a dégagé 20 millions d'euros. J'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait de ces 20 millions d'euros, au lieu d'éponger les dettes du tunnel du Fréjus et de ne rien faire pour sortir les camions. C'est très simple, c'est très très simple. Il suffit de partir dans Berrieux, de mettre des camions sur la route. Je pourrais vous montrer des vidéos, des camions sur les trains, pardon. Je pourrais vous montrer des vidéos. Enfin, tout le monde fait ça. On arrive à la mi-temps de cet entretien. On va pouvoir continuer sur leoncapital.fr parce que monsieur Ibanez, vous avez encore, j'ai l'impression, beaucoup de choses à dire. Nous, on se retrouve sur TLM demain. Allez, de retour donc sur leoncapital.fr pour continuer cet entretien avec vous. Mais globalement, aujourd'hui, si la ligne n'est pas utilisée, et c'est ce que disent les partisans du Lyon-Turin, c'est peut-être aussi parce qu'elle est beaucoup plus longue et que finalement ce Lyon-Turin pourrait permettre de gagner, allez, 1h30, entre 1h30 et 3h, 1h30 selon vos calculs, 3h selon ceux mais non, pas selon nos calculs. Du projet. Non, pas. Globalement, selon nos calculs. Si pour faire Lyon-Turin, je mets, on va dire 5 heures, ou si j'en mets 2, peut-être si je suis patron d'une entreprise de transport routier, je dirais plutôt vers la solution de 2 heures en train que vers la solution de 5 heures en train. Alors, on a des exemples qui sont extraordinaires. Déjà, la première chose, c'est que si on est patron routier et qu'on doit payer son voyage, il faut savoir combien ça va coûter. D'accord ? Alors, je vous donne juste un petit exemple. La ligne Perpignan-Figueras, dont d'ailleurs Yves Crozet parlait hier sur le reportage, dans le débat, la ligne Perpignan-Figueras a coûté 25 millions d'euros du kilomètre. 1,1 milliard en tout pour 40 km. 640 millions ont été subventionnés par le public. Europe, Espagne. On nous a dit, oula, ça nous permet de traverser les Pyrénées. Ça permet de rapprocher Lyon à Barcelone. Absolument indispensable. Ça permet de rapprocher Paris à Barcelone. Absolument indispensable. Grâce à ça, on va pouvoir mettre des camions, enfin tout ce qu'on nous dit pour le Lyon-Turin. 25 millions d'euros du kilomètre. Le Lyon-Turin, c'est 150 millions d'euros du kilomètre. 6 fois plus cher. Qui va payer le péage ? Quel transporteur va pouvoir payer ça? Ça, c'est la première question. Surtout que Perpignan-Figueras, après 5 ans, a déposé le bilan en juillet 2015. Déjà, c'est la première question. Sur le temps de transport, il y a un exemple qui est super bien, parce que alors là, vous ne pouvez pas le faire... Dans le document, on vous voit faire une démonstration pour ce qui est du voyageur. Je vais vous parler du fret. Prenons Eurotunnel. Vous prenez le bateau, c'est super plus long. Donc, on prend les camions, il y a beaucoup de camions, 35% des camions prennent le rail par le tunnel Eurotunnel. D'accord? Donc, on se dit, c'est super bien. Alors, Eurotunnel, c'est 50 km. D'autoroute à autoroute, c'est 50 km. D'accord? Ce qui est à peu près la taille de l'ouvrage qui aura réalisé. 50 km. Alors, pour faire ces 50 km, c'est Eurotunnel, vous pouvez le voir sur le site d'Eurotunnel, il faut 90 minutes. 90 minutes pour 50 km, ça fait du 33,33 km/h. Ça va vachement vite. Alors, je vous donne une petite information. Eton-Orbassano, 180 km, 3 heures, ça fait 60 km/h. Vous voulez qu'on dépense 30 milliards pour passer de 60 km/h sur notre ligne existante à 33 km/h sur l'Eurotunnel? Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout les mêmes projets. Mais non, mais vous me dites que c'est pour aller plus vite. Votre question, c'est de me dire, ça va aller plus vite. Je vous dis, Eurotunnel, tunnel tout nouveau, fait moitié moins vite que le Lyon-Turin existant que nous avons aujourd'hui. Si on part d'Ambérieux, vous rajoutez 120 km. Et donc, vous avez 5 heures pour aller faire vos 300 km. Ça vous fait du 60 km/h. Mais un camion sur la route, il ne roule pas à plus de 60 km/h avec les temps de pause. Donc, il n'y a aucune raison. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai et ça n'est surtout pas vrai parce que personne ne pourra payer les péages de ce tunnel. Et on revient toujours à la même question. C'est l'argent des contribuables. Il va falloir donner des garanties. Parce que c'est pas simplement qu'on est populiste. C'est la loi qui dit ça. La loi dit, quand on utilise l'argent public pour les infrastructures de transport, c'est le Code des transports qui le dit, eh bien, on doit donner des garanties de réalisation, on doit donner des garanties de coût. Et dans ce dossier-là particulièrement, où on est truffé de conflits d'intérêts, on peut dire que la journaliste aurait travaillé à charge, pas du tout. Alors, truffé, il y en a un qui a été mis en avant hier dans le documentaire de France 3, non, il y en a qui concerne une deux. entreprise. Non, ils en ont oublié un, parce que et après, il y en a un, celui que vous révélez d'ailleurs dans votre livre, oui, Lyon-Turin, les réseaux des rails. Oui. Vous mettez en cause globalement la probité de messieurs Bouvard et Desto qui sont les rapporteurs parlementaires sur le Lyon-Turin, sur le financement du Lyon-Turin. Vous dites ils sont dans des situations de conflit d'intérêts, ce qui devrait disqualifier leur parole. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ça c'est ce que vous avez interprété, mais ça n'est pas ce que j'ai dit. Moi j'ai dit simplement, après l'affaire Cahuzac, il y a une haute autorité de la transparence de la vie publique. Chaque parlementaire, sénateur ou député doit déclarer tous les postes dans les conseils d'administration qu'il tient. C'est la loi, j'y peux rien moi. C'est même un délit de ne pas le déclarer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait des parlementaires qui sont malheureusement, qui n'ont pas déclaré, et on s'aperçoit qu'ils ont des conflits d'intérêts. Que ce soit dans le médicament, que ce soit n'importe où. Je dis simplement, M. Desto était membre du conseil d'administration de l'Institut de la gestion déléguée, c'est pas n'importe quoi ce truc-là, c'est tout le BTP, toute la finance, HSBC, SPI Batignolles, Vinci, Bouygues, etc., qui se réunit dans un club dont le sous-titre est The French Institute for PPP, l'Institut français pour les partenariats publics-privés. On peut considérer qu'il est bien de déclarer en matière de transparence de la vie publique qu'on est administrateur. On ne tire pas de conclusion. On dit simplement, je le dis, et vous comprenez bien. C'est quoi le sous-entendu de ce que vous révélez? Mais il n'y a pas de sous-entendu, il y a simplement que si vous me parlez là, par exemple, et que vous ne me dites pas... pure hypothèse, je suis salarié ou je fais partie de la Transalpine et que vous me parlez, c'est vrai, je ne sais pas qui me parle. Vous voyez, je me dis, c'est un journaliste, en fait, je m'aperçois que c'est un lobbyiste. Ça ne serait pas possible. C'est pas le cas. La moindre, mais bien évidemment, mais je veux dire, mais non, mais je le dis parfaitement. Si des gens s'étaient endormis entre temps. Ce que je veux dire, ça n'est pas le cas. Mais vous comprenez bien que on aurait un problème parce que je ne sais pas à qui je parle. Quand Monsieur Desto, ça veut dire que Monsieur Desto va favoriser le recours au PPP pour financer. Non, mais je vous dis simplement, la transparence de la vie publique veut que l'on dise qui l'on est et ce que l'on fait. Voilà, c'est un militant des partenariats publics-privés. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de toucher des enveloppes, j'ai jamais dit ça. Je dis simplement, c'est un parlementaire qui est militant des partenariats publics-privés. Quel est le problème? Il n'a qu'à le dire. C'est la loi qui l'oblige, c'est pas moi, c'est la loi. Et au moins, le contribuable sait que quand M. Desto lui parle, il peut être influencé par son militantisme. De la même manière, M. Bouvard, qui lui est administrateur d'un tunnel routier, s'il le dit et il le publie, quand le public l'écoute en disant « Ah là là, mais nous on est pour les camions sur les trains », il se dit « Tiens, c'est bizarre qu'il soit administrateur du tunnel routier ». Vous voyez, c'est un truc normal. Et vous vous dites, bon, je prends le truc avec des pincettes, c'est tout. Je ne dis pas ça. Quand je parlais des conflits d'intérêts, je ne parle pas de ça. Je dis ça, c'est une absence de déclaration. Ils n'ont pas respecté la loi. Mais quand je parle des conflits d'intérêts, c'est effectivement quand on dit, ce tunnel va coûter 8,5 milliards. En fait, le tunnel du Gothard, même distance, c'est 11 milliards. Alors déjà, il faudrait nous expliquer pourquoi nous, on est beaucoup, beaucoup plus malins que les Suisses qui savent mettre les camions sur les trains. Et alors, bon, on nous dit, non mais nous, ça va être que 8,5 milliards. Alors on nous dit, on a fait une certification par un tiers indépendant. C'est Jean-Marc Ayrault qui écrit ça. Il faut que le tiers soit indépendant. On prend Tractebel, sous-traitant de Lyon-Turin Ferroviaire de 2002 à 2013. Dans le genre indépendant, je suis désolé, j'appelle pas ça de l'indépendance, il suffit de prendre le Larousse. Et puis alors, on en a un deuxième qui s'appelle Tucrail. Alors les gens ne l'ont pas vu parce que la tête, c'est des Tractebel. Tucrail est présidé par un monsieur qui s'appelle Luc Lallemand. Bon, très bien.
Vous faites Luc Lallemand sur Google, que trouvez-vous? Monsieur Luc Lallemand est membre du conseil d'administration de Réseau Ferré de France, dont l'ancien président, je vous rappelle, s'appelle Hubert Duménil, président de Lyon-Turin Ferroviaire. Mais des gars super indépendants. Mais moi, je suis pour la transparence de la vie publique. Donc, je ne peux pas supporter ça, vous voyez. Mais je ne peux pas supporter ça parce que ça déroge aux règles de la République et ça déroge surtout à une règle essentielle. Celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça ne date que de 1789. Il faudrait peut-être commencer à penser, au XXIe siècle, à la respecter, vous voyez. Et pourtant, malgré tout ça, les travaux continuent. Comment est-ce que vous pensez pouvoir l'empêcher, ce Lyon-Turin? Mais moi, je ne sais pas si j'y arriverai à l'empêcher. Ce que je dis, c'est que la vérité doit être dite dans ce dossier. Voilà. Monsieur Louis Besson déclare hier, moi j'ai découvert ça, je ne savais pas qu'il avait fait ça, qu'il est allé voir Jacques Chirac et il lui a dit « Monsieur Jacques Chirac, votre Premier ministre, là, il a fait un rapport disant voilà, il y a un rapport qui dit, un rapport indépendant, j'espère, hein, j'ose espérer, il ne faut plus faire le Lyon-Turin. Je suis allé voir le président de la République, je lui ai dit, non, bah maintenant, monsieur Jacques Chirac, il faut faire ce truc-là. Il revient chez le Premier ministre, il dit alors, la question n'est plus de savoir si on le fait ou si on ne le fait pas. La seule question qu'il y a, c'est quand et comment on le fait. Il n'y a plus de discussion, plus de débat public. Mais moi, je suis désolé, nous sommes tous des contribuables, vous, moi, tout le monde. Tout le monde est contribuable. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 14, dit que chaque contribuable doit pouvoir savoir et décider à quoi est utilisé l'impôt. Vous voyez, il n'y a plus de roi en France. Et il n'y a plus de seigneurs qui vont voir le roi Jacques Chirac en lui disant « Oh là là, ça serait bien de faire le Lyon-Turin. Très bien, je décide qu'on fait le Lyon-Turin. » Mais non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie recule quand on fait comme ça. Et donc, quand on fait comme ça, et c'est pour ça que je suis attaché à ce dossier, mais comme à d'autres, eh bien, quand la démocratie recule, ce sont les votes de défiance qui progressent. Et quand vous avez des parlementaires qui ne disent pas ce qu'ils sont réellement parce qu'ils ne donnent pas les lobbies dans lesquels ils fonctionnent, eh bien, les gens sont défiants. Et moi, je suis contre la défiance parce que je pense que la démocratie est une valeur qu'il faut absolument protéger. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel Ibanez, d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous retrouve demain pour une autre édition. Au revoir. Merci.